Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Michel. Bienvenue à notre premier rendez-vous Carac de l'actualité économique et financière. Merci. Et je vais commencer bien sûr par vous présenter à notre auditoire. Vous êtes un économiste très reconnu en France et président des Cahiers Verts de l'économie, un organisme de référence en France sur le conseil en stratégie d'investissement. Vous avez officié dans la finance pendant plusieurs années et en particulier vous avez travaillé à la Banque de France et au Fonds monétaire international et vous étiez chef économiste et stratège chez Exane BNP Paribas. Merci beaucoup aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir parce que vous allez nous aider à décoder l'actualité économique et financière dans le monde et en France, et en particulier les conséquences que cela peut avoir sur l'épargne de nos concitoyens. Nous allons entrer dans le vif du sujet. On ne sait pas très bien où va la croissance actuellement. Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Il y a des conflits un peu partout, des conflits armés. On a cette guerre commerciale avec les droits de douane de Donald Trump. Donc, à votre avis, Jean-Pierre, vers quoi nous dirigeons-nous? Croissance ou récession? Écoutez, la croissance mondiale se porte mieux que ce qu'on pense généralement. On est sur la base des indicateurs coïncidents actuels, on est proche d'un niveau légèrement supérieur à 3% de croissance mondiale en rythme annualisé. En ce qui concerne les États-Unis, pour le 4e trimestre, on tourne autour de 3% également. C'est d'ailleurs assez satisfaisant. Le premier moteur de la croissance mondiale, c'est la croissance américaine. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que depuis 4 ans, en dépit des nombreux chocs, la guerre d'Ukraine, la montée historique de l'inflation, une inflation qu'on n'a pas vue depuis 40 ans, à un niveau proche de 9% aux États-Unis et de presque 11% en zone euro, un resserrement monétaire extrêmement intense en 2022-2023, des chocs géopolitiques que vous venez d'évoquer, la personnalité du nouveau président américain depuis un an, qui était souvent mentionné comme un facteur de perturbation. L'économie américaine est extraordinairement résiliente. Elle dégage une croissance annualisée de 2,5% depuis 4 ans, malgré tous les événements, tous les facteurs de perturbation que je viens de citer. Et là, actuellement, compte tenu de tous les fondamentaux, on peut assez facilement parier sur une croissance aux États-Unis de 2,5% et en zone euro de l'ordre de 1,3, 1,4%. En République populaire de Chine, un niveau légèrement supérieur à 4,5%. En Inde, environ 6,5%. Vous voyez, des chiffres, on va dire, plutôt satisfaisants compte tenu de la nature des chocs qui nous frappent depuis déjà pas mal d'années. Je comprends. Et si maintenant on aborde les conséquences que cela peut avoir sur les marchés financiers, on constate actuellement des niveaux absolument impressionnants. On voit des records sur les marchés actions battus chaque année. On voit le marché des matières premières qui se tord dans tous les sens, l'or qui monte puis qui s'écroule, l'argent également. On voit le dollar qui ne cesse de baisser depuis plus d'1 an. Donc, est-ce que nous sommes à l'aube d'un krach boursier ou est-ce que c'est typique de ce qu'on appelle la volatilité des marchés financiers ? Alors, que la bourse soit au plus haut, si vous voulez, c'est la loi normale. Depuis que les marchés financiers cotés existent, la bourse n'arrête pas de battre des records. Mais vous savez, le PIB mondial aussi n'arrête pas de dépasser des records. Et donc, les résultats des entreprises n'arrêtent pas de battre des records. D'ailleurs, sans rentrer dans la technique, les points hauts historiques du marché action américain n'ont pas été incompatibles avec une performance positive dans les 6 ou 12 mois qui ont suivi, performance positive du marché action américain. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser aller par les commentaires, parfois journalistiques, des éditorialistes qui disent « c'est un record, c'est pas normal ». Non, la bourse est faite pour battre des records. Voilà. Partant de là, la bonne croissance donc impliquera des résultats assez satisfaisants des entreprises cotées américaines et européennes. Alors, comme d'habitude, les analystes financiers américains sont un peu trop optimistes. Ils prévoient des croissances bénéficiaires de 15%. Je dirais que un ordre de grandeur au-dessus de 10 ou un petit peu au-dessus de 10 serait plus raisonnable. Mais ce n'est pas grave, car il y a toujours un optimisme quasi structurel des analystes financiers qui sont très influencés par les discours des firmes elles-mêmes. Mais cela ne gêne pas en soi une performance, cela n'empêche pas en soi une performance positive du marché action. Simplement, ce que je
ce que je nuancerais par rapport à ce que je viens de dire, et pour mieux répondre à votre question, je dirais que nous venons de connaître 3 hausses consécutives de plus de 15% de l'indice américain. Factuellement, ça débouche sur une naturelle prudence pour la 4e année, en termes d'anticipation. Parce que 4 années consécutives de hausse à plus de 15%, il faut remonter aux années 20, ou alors la fin des années 90, qui, comme vous le savez, ne sont pas très très bien terminées. Donc c'est la raison pour laquelle il est assez facile, compte tenu des fondamentaux et compte tenu de ce que je viens de dire, d'anticiper une croissance, enfin des performances boursières américaines plus faibles que celles des 3 dernières années, ou même plus faibles que celles de l'an dernier. D'où l'importance des choix, notamment des choix tactiques, c'est-à-dire au fil du temps. Le bon timing, des bons choix en termes sectoriels, des bons choix en termes de style d'investissement, des bons choix en termes de taille, puisqu'il faut revenir sur les small caps américaines, les small caps européennes, etc. Et puis, sur une allocation globale, sur les bons choix en termes de pays, États-Unis, Europe. Qu'acheter en Europe, ce qui a été extraordinaire au cours des dernières années, c'est l'IBEX espagnol. Voilà. Les secteurs européens, ce qui a été extraordinaire l'an dernier, c'était les bancaires. Est-ce qu'il faut rester sur les bancaires, en avoir moins? Voilà. Vous voyez, c'est les bons choix. Et d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle pour les gérants actifs, car il n'y a rien de pire qu'un indice boursier mondial qui progresse très vite, très longtemps, parce qu'à ce moment-là, les épargnants, les investisseurs ne sont pas incités à faire cette recherche, cet effort intellectuel. Et donc, c'est un environnement qui est favorable aux produits indexés, voilà, aux ETF, fameux ETF. Alors que dans un environnement plus difficile, plus volatile, plus complexe, c'est plutôt favorable à la gestion active. Ce que je comprends, c'est que sur un horizon long terme, les actions restent une classe d'actifs importante dans un portefeuille, porteuse de performance, mais qu'il faut savoir investir progressivement parce qu'on peut avoir des soubresauts, des baisses violentes, qui fait que si on investit tout le premier jour, le risque, c'est qu'on prenne une baisse dans le portefeuille. Il ne faut jamais investir tout le premier jour. Si on hérite, si on transmet son entreprise, c'est la première chose à ne pas faire, bien évidemment, quelles que soient les circonstances. Et particulièrement aujourd'hui, je suis d'accord, parce qu'il y a des freins à la hausse du marché action. La valorisation absolue qui est très élevée, la prime de risque qui est assez basse, le positionnement des investisseurs qui est assez agressif, le sentiment de marché qui est assez favorable, et puis un environnement monétaire qui sera un petit peu moins sympathique cette année que l'an dernier. Donc ça générera des facteurs de frein. Et pour être tout à fait complet là-dessus, je dis souvent qu'il faut une petite correction. Alors une correction dans les standards anglo-saxons, ça veut dire une baisse de au moins 10%, mais inférieur à 20%, parce que vous savez que quand on est sur une baisse de plus de 20%, on dit qu'on entre en marché baissier, en bear market, et là, c'est plus difficile à retracer en général. Mais rappelez-vous, l'an dernier, on a eu une très forte correction entre le 19 février et le 8 avril. On a perdu 18,5%, les gens l'ont déjà oublié, sur le marché action américain, et 24% sur le Nasdaq Composite. Donc, c'est possible, et ça fait du bien, d'ailleurs. Pour reprendre la tech américaine, par exemple, le Nasdaq Composite ne fait quasiment plus rien depuis fin octobre, alors que les résultats continuent de progresser, donc la valorisation s'améliore. Donc ces phases de pause, ou même ces phases de correction, sont plutôt saines du point de vue de la durabilité du marché action haussier. C'est clair. On va revenir un peu à la vieille Europe, et en particulier à la France. Il y a plusieurs mois, on n'arrêtait pas d'entendre partout, dans les médias, dans la presse, que la France allait faire faillite. Vraiment, plus personne ne croyait en l'avenir de la France, en particulier sur son risque de crédit. Et effectivement, les agences de notation internationales ont baissé la note de la France. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que la tempête s'est noyée dans un verre d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors dommage, les États souverains ne font pas faillite, enfin, sauf cas très extrême. On a eu la Grèce quand même. Ah ben elle n'a pas fait faillite. Elle n'a pas fait faillite. Il y a eu un défaut, c'est vrai, vous avez raison. C'est le premier défaut d'un pays riche, puisque la Grèce était également considérée au début des années 2010 comme un pays à revenus élevés. Bon. Il y a eu aussi des grands pays émergents comme l'Argentine qui ont fait défaut, mais ça ne veut pas dire que l'État est en faillite. Simplement, il y a une décote sur, effectivement, les emprunts obligataires détenus par les investisseurs et il y a des pertes qui sont encaissées, mais ce n'est pas une faillite. Le terme faillite, de toute façon, est totalement excessif. Et la France ne fera pas faillite
malgré effectivement une gestion défaillante, on va dire ça comme ça, un petit peu, des finances publiques déjà depuis 4 décennies, on va dire ça comme ça. Voilà. Non, ce qu'on disait, c'était que la situation est très, très détériorée, qu'il y avait une dynamique haussière de la dette publique et que l'écart de taux avec l'Allemagne devait se maintenir à un assez haut niveau. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est pas tellement qu'il y a eu une amélioration de l'appréciation du risque français, il y en a eu un petit peu quand même, grâce au vote du budget. Mais c'est surtout, il y a une détérioration de la situation allemande. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dette publique allemande va également beaucoup progresser à partir d'un niveau beaucoup plus bas que la France, puisqu'on part de 65%, mais on va prendre à peu près sur le ratio 10 points d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire d'ici 2030. Suite investissement dans le secteur militaire. Militaire, la défense et les infrastructures également, plus une relance budgétaire, voilà, qui est tout à fait justifiée par ailleurs. Mais il y a quelques inquiétudes sur la détérioration de la situation allemande, et puis il y a des inquiétudes aussi sur le devenir du modèle allemand, il y a des inquiétudes sur la situation politique allemande, avec les bons scores dans les sondages ou dans les élections locales de l'Alternative für Deutschland. Donc il y a des interrogations sur l'Allemagne. Et ça me rappelle d'ailleurs tout à fait la situation des années 90 après l'entame de la réunification allemande. La réunification allemande a coûté très cher à l'Allemagne réunifiée, à l'Allemagne de l'Ouest en particulier. Donc il y a une très forte dégradation des finances publiques à l'époque, et il y a eu une détérioration de l'ancien modèle allemand de l'Allemagne occidentale, parce que en termes de compétitivité, la réunification a coûté très cher aux entreprises également. Et il ne faut pas oublier qu'il est arrivé des moments dans les années 90 où le taux français passait sous le taux allemand, alors que pourtant déjà à l'époque, le bon temps. On parlait de cagnotte à l'époque, dès que le déficit public était moins important que ce qui était prévu. Donc dans l'esprit des élites politiques, il y avait de l'argent à prendre. Voilà. Enfin, bon, tout ça pour vous dire que l'argent était guère mieux géré qu'aujourd'hui. Mais enfin, ça n'a pas empêché le taux français de passer sous le taux allemand et le taux néerlandais de passer sous le taux allemand. Donc c'est envisageable. Mais pour finir, par rapport à votre question, je dirais que l'analyse des investisseurs sur la France est une analyse de très court terme. Voilà. Il y a un budget voté, il n'y a pas de risque systémique sur la France. La France est quasi à l'équilibre de la balance courante. Je ne parle pas du déficit public, là je parle de la balance extérieure, alors que la Grèce, par exemple, au début des années 2010, était très fortement déficitaire. Les intérêts de la dette, si vous voulez, c'est 2% du PIB. On a déjà connu pire. Voilà. Le taux de refinancement moyen de la dette était un petit peu plus de 2%, mais on a connu pire. Vous voyez, il n'y a pas le feu. En plus, les investisseurs savent que si jamais ça va mal, très mal, beaucoup plus mal en France, les organismes de régulation européens, le mécanisme européen de stabilité ou la Banque centrale européenne interviendront. Puis la France, c'est un gros pays. C'est pas un petit pays comme la Grèce, même le Portugal ou l'Irlande. Vous voyez, c'est un pays systémique, 19% du PIB de la zone euro. Grande puissance militaire, très important aujourd'hui, et grande puissance nucléaire. Personne ne va laisser tomber la France. Donc, dans l'esprit des investisseurs, il y a l'idée que, c'est normal de revenir un petit peu, au bout de 18 mois de dissolution, après la dissolution, c'est normal de revenir un petit peu sur la France. Voilà. Après, sur le moyen et long terme, est-ce que la dette publique va être stabilisée ? Ma réponse, très clairement, est non. Nous n'avons pas le solde budgétaire, pour être précis, le solde budgétaire primaire qui nous permet d'envisager une stabilité de la dette d'ici les prochaines années. Eh bien, écoutez, c'est très clair et nous verrons ça avec vous à nos prochains rendez-vous de la finance et de l'actualité économique. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie, à bientôt.